Bonjour à tous, moi c'est Amal, bienvenue sur ma chaîne Amal Talks. Aujourd'hui nous allons explorer un sujet passionnant, l'investissement dans les sacs de luxe. Vous pensez que les sacs de luxe sont de super bons investissements? Je ne suis pas si sûre. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon analyse et mon point de vue sur ce sujet. Je vous présenterai les avantages, les inconvénients et risques d'investir dans les sacs de luxe. Vous avez certainement dû voir plusieurs vidéos, que ce soit de moi ou de mes confrères consoeurs, dans lesquelles on vous présente nos sacs à main. On souhaite nous séparer, c'est-à-dire les mettre en vente, en seconde main. Oui, parfois nos collections débordent, parfois l'envie de changement se pose et parfois tout simplement les personnes ont besoin de cash ou pour diverses raisons ou pour réinvestir ailleurs ou tout simplement un ras-le-bol. Et oui, la surconsommation existe. Mais suite à ces reventes, est-ce qu'on gagne réellement de l'argent? Est-ce que ça vaut le coup de revendre? Vous découvrirez que ce n'est pas toujours le cas. Souvent, nous sommes perdants. Et du coup, je vais vous expliquer tout en détail. Let's go! Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, pourquoi cet engouement, pourquoi il y a cet intérêt pour les sacs de luxe? Les sacs de luxe sont devenus des objets prisés dans un premier point pour leur qualité. Normalement, car effectivement, je vous l'accorde et je suis d'accord, la qualité dans certaines maisons aujourd'hui est en plein déclin. Mais normalement, ils sont prisés pour leur qualité. Car pour produire un sac à main, les maisons et les ateliers utilisent des matériaux nobles, des matériaux rares, des matériaux précieux, des matériaux de haut de gamme. Donc forcément, ce sont des matériaux qui vont durer dans le temps, car il y a un savoir-faire artisanal, souvent manuel ou des fois avec des machines, mais il y a un savoir-faire des maisons qui fait que l'article devient un article de luxe, car ils emploient des artisans experts, encore une fois avec un savoir-faire qui va garantir cette qualité, qui va garantir cette exclusivité et qui va garantir une finition impeccable. Les sacs à main sont populaires également pour leur design. Et oui, parce qu'il y a un design des fois intemporel d'un côté, des modèles classiques qui restent élégants au fil des années et qui aujourd'hui restent aussi prisés, aussi populaires, voire même de plus en plus. Et d'un autre côté, en termes de design, les sacs à main sont prisés parce que il y a ce côté créatif, il y a ce côté innovation. Des fois, on retrouve des designs avant-gardistes et même des fois tendance, sachant que souvent ces créations, ces designs, c'est ce qui définit les standards de la mode et ce qui fait qu'ils sont copiés, que d'autres marques s'inspirent pour créer autour de ces créations. Un troisième point important qui augmenterait également la popularité des sacs à main de luxe, c'est leur exclusivité. Et oui, ça coûte tellement cher que c'est pas tout le monde qui peut aller acheter des sacs à main qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Surtout quand le luxe propose des éditions limitées. Au-delà du prix, il y a des pièces qui ont créé en quantité limitée et du coup, par conséquent, tellement rares que peu de personnes peuvent mettre la main dessus. Et également, le luxe offre la personnalisation. C'est une très belle expérience que beaucoup de riches ou pas cherchent à vivre et à avoir. Et en dehors du design, de la qualité, de l'exclusivité, il y a un côté un peu plus abstrait, c'est le statut social. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, je suis pas très d'accord qu'un sac à main peut définir le statut social d'une personne, mais dans plusieurs cultures, dans plusieurs mentalités, le sac à main est un signe de prestige et de reconnaissance sociale. Cette même culture-là a possédé un sac à main de luxe qui coûte plusieurs milliers d'euros, peut être considéré comme la personne a atteint une réussite professionnelle, personnelle, mais en tout cas, par exemple, envoyer le message j'ai réussi dans ma vie. Et c'est loin de cas. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et voyons la réalité de l'investissement. Et je vais prendre quelques maisons pour comparer. D'après moi, les maisons, les marques et les sacs qui valeraient le coup d'investir, mais également, est-ce que c'est réellement de l'investissement at the end of the story, à la fin? Est-ce que vraiment c'est de l'investissement ou c'est autre chose? Parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes confondent. Donc, juste pour définir rapidement, investir, c'est quand on mise une certaine somme d'argent et qu'on la récupère plus un pourcentage ou plus un montant. C'est-à-dire il y aura la mise plus un surplus. C'est ça l'investissement. Parce que quand on mise et qu'on récupère juste notre mise, ce n'est pas de l'investissement. C'est juste comme si
la somme d'argent était dans un compte bancaire. Le troisième cas de figure dans les sacs à main, c'est la perte. La perte, c'est-à-dire le prix de la revente sera moins que le prix d'achat. Donc on va prendre tous ces cas de figure et on va poser une marque en face de chaque cas de figure, ou plusieurs. Allez, on va commencer bien sûr par the top of the top on the list, et c'est bien la maison Hermès. Et à savoir que c'est pas l'ensemble de Hermès qu'il faut considérer comme bon investissement. Donc, il y a certains sacs que beaucoup de personnes ne connaissent même pas leur existence. Ce sont des sacs qui ne sont même pas recherchés. Ce ne sont même pas des best-sellers, donc forcément moins de demandes, moins de reventes. Donc, bien sûr, vous les connaissez, on a le Birkin, le Kelly et le Constance, ça dépend. Je vous dirai bien pourquoi ça dépend. Notez bien cet astérix-là, je vais la réexpliquer. Donc, en ce qui concerne le Kelly et le Birkin, ce sont des bons d'investissement. Ça, il n'y a personne qui pourrait dire le contraire. Bien sûr, quand on parle d'investissement, il y a des critères qu'il faudrait prendre en compte. On ne va pas revendre l'invendable. Et bien sûr, si on vend quelque chose qui est déchiré, elle sera forcément moins chère que le prix d'achat. Là, on va parler d'un sac en bon état. À savoir que cette maison, donc c'est une maison très prestigieuse, c'est une maison de luxe, renommée, et j'ai pas besoin, je pense, d'aller plus loin dans les explications. Donc forcément, c'est une maison qui propose un service après-vente, un spa. La qualité du cuir, c'est incomparable avec d'autres maisons. Ils ont la rareté, ils ont la personnalisation et ils ont la rétention d'articles. Donc forcément, ils ont plus de demandes du côté clientèle et il y a moins d'offres. Quand il y a moins d'offres et plus de demandes, forcément, c'est la maison qui gagne. C'est-à-dire, c'est la maison qui va définir les codes. Donc, comme vous savez, je vous apprends rien. Quand on arrive chez Hermès et qu'on demande un Kelly ou un Birkin, on ne l'aura pas juste parce qu'on l'a demandé, comme chez Saint-Laurent ou chez Chanel, quand on va demander leur best-seller. Ils vont nous le wrapper, boxer, tenez, passer en caisse. Hermès, c'est pas du tout la même story. Et du coup, ça augmente la rareté, ça augmente le besoin, la demande, et forcément, c'est plus cher même en seconde main. Et c'est là où l'investissement est né. Et pour imager un peu plus, vous achetez un sac Hermès neuf, avec Birkin ou Kelly à 10 000 €, vous sortez de la boutique, vous pouvez le vendre à l'instant T+1 à 15 000 € en moyenne, bien sûr plus ou un petit peu moins, mais je vous donne une idée. C'est-à-dire, c'est un des rares articles de luxe que vous achetez et que vous pouvez revendre tout de suite plus cher. Même une bague Cartier, juste un clou, parce que c'est de l'or, vous allez l'acheter, sortir de la boutique pour la revendre, même si elle était encore jamais portée, sous certificat, etc., elle sera toujours moins chère du prix du magasin. Elle ne sera pas plus chère contrairement au Birkin. Pourquoi? Parce que l'offre est bien existante, c'est-à-dire Cartier propose les bagues à toute personne qui va se présenter en boutique. Donc forcément, pourquoi je vais l'acheter un petit peu moins cher neuf alors que je peux vivre l'expérience chez moi-même? Donc c'est là la différence. Et je peux aller même plus loin dans la comparaison avec Hermès. Vous achetez une voiture, pas de luxe, une voiture normale. Prenons l'exemple d'une voiture Volkswagen, vous l'achetez neuve, vous sortez de chez le concessionnaire, la voiture va perdre en valeur, mais pas le sac Birkin. Bien sûr, on ne parle pas de Ferrari, etc. Vous avez compris, mais juste pour vous imaginer qu'un sac en cuir chez Hermès, c'est un investissement Kelly ou Birkin. Constance, c'est quand il va s'agir d'un cuir exotique, d'une finition différente, parce que l'offre et la demande sur ce sac-là, ça se tient. Il n'y a pas trop de rétention sur ce sac-là. Donc je pense que vous m'avez compris et j'ai pas envie de m'attarder beaucoup. Je vais passer chez Louis Vuitton, qui est en deuxième position avec le Chanel. Bien sûr, ce sont de très très grandes maisons, mais c'est pas la même chose qu'Hermès, parce que l'offre et la demande, encore une fois, est différente. Donc pour appliquer la règle de l'investissement, ça va être un peu plus compliqué, parce que quand on sort de la boutique, le sac, sa valeur va diminuer. Il ne sera pas plus cher que le prix magasin, et même les prix en seconde main sont moins que les prix de vente, même les anciennes. Donc quand est-ce qu'on va parler d'investissement? On va pouvoir parler d'investissement pour ces maisons lorsque les sacs ont été achetés il y a de là plusieurs années, c'est-à-dire 10 ans en moyenne. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder, une moyenne de 10 ans. Je prends même mon exemple, j'ai un Timeless que j'ai acheté à l'époque
950 euros. Aujourd'hui, il coûte 11 000 et quelques euros. Si je dois le vendre, il est en très bon état, bien conservé. Je pourrais le faire passer au spa, payer une moyenne de 600 euros. Il va être tout neuf et je pourrais payer, maximum, ça sera 5 000 euros. Sachant que si j'ai payé 600 plus 4 000, donc j'aurais gagné quoi? Un delta de 400 euros. C'est très bien, mais c'est pas le big investissement. Mais au moins, j'ai récupéré ma mise et un petit plus, ou peut-être il n'y aura pas de plus, ou peut-être j'aurais perdu un petit peu. C'est comme si pendant 10 ans, j'ai eu le sac gratuitement. Donc c'est comme si j'ai placé mon argent dans mon compte courant. C'est tout. Est-ce que j'ai gagné? Peut-être je vais gagner, mais au moins ce qu'on pourrait retenir, c'est 2 points. Le sac a gardé sa valeur et je n'ai pas perdu d'argent. C'est déjà très bien, mais ça s'appelle pas de l'investissement, ça s'appelle récupérer sa mise. On est d'accord. Donc c'est la même chose. Il y a un sac Speedy qu'on a acheté il y a 10 ans à 450 à 500 euros. Aujourd'hui en boutique il coûte 1500, 1300. Eh bien on va le revendre. Aujourd'hui le sac acheté à 500 euros, à 800, 900 euros. Donc là on peut parler d'investissement et de bon investissement parce qu'on est à hauteur de presque 100% ou 40% de plus sur le prix d'achat. Mais c'est rarement le cas parce que des fois sur 10 ans, les objets s'usent si on ne prend pas soin. Parce que les anciens sacs, les anciens articles, voire des fois les nouveaux, sont réputés d'être de bonne qualité. Donc normalement, ça doit se tenir dans le temps. Et surtout, LV, Chanel et Hermès, ils ont un service de spa, un service SAV qui peuvent refaire et retaper les sacs à main. Donc c'est déjà très bien. Donc c'est ce qui aide et qui pousse à l'achat en se disant que la qualité de sac peut être garantie dans le sens on peut les refaire, on peut les recoudre, on peut les réparer. Donc quand les maisons offrent ce type de réparation et qui possèdent leurs propres ateliers, c'est très bien. Mais comme je vous disais, on parle pas d'investissement, c'est plutôt récupérer de la mise. Pour parler d'investissement pour ces maisons-là, il faut attendre plusieurs années. Maintenant, je vais vous parler des marques qui ne valent pas du tout l'investissement. Un exemple, on va parler de la maison Gucci. Gucci, c'est une belle maison, moi j'aime beaucoup, mais on parle d'investissement. Je dis pas qu'il ne faut pas acheter chez eux, ils ont des modèles, ils sont connus pour réaliser des créations, pour lancer des tendances, pour plusieurs choses. Anyway, le fait que leur design soit influencé par les tendances, par la mode actuelle, ce n'est pas très bien parce que la mode change, les tendances déclinent à un certain moment et forcément, ça ne revient qu'au bout de plusieurs années. Donc si on veut investir pour une vente proche, ce n'est pas une marque sur laquelle il faut investir. Perso, dernière expérience de revente de Gucci, une ceinture que j'ai achetée en magasin à 350 euros. Aujourd'hui, elle coûte 440. Elle a pris quelques centaines d'euros, mais je l'ai revendue à moitié prix de la valeur actuelle. Donc ça limite la casse parce que si je la vendais à la moitié du prix d'achat d'il y a quelques années, c'est encore dur, c'est-à-dire 350, j'aurais vendu 170 euros. Aujourd'hui, je vais la vendre à 220 euros. Donc c'est toujours ça de récupérer, mais c'est pas de l'investissement, c'est de la vente à perte, on est d'accord. Également, un point pour lequel Gucci sont connus, c'est la production en masse. Beaucoup d'offres, ça réduit la rareté et je vous refais pas le dessin, beaucoup d'offres, moins de demandes, en plus très copié, ça vaut pas le coup. Surtout quand on veut acheter, on ne sait pas si c'est vraiment authentique ou pas. Ça c'est une autre problématique, j'y reviendrai un peu à la fin, mais c'est important de la citer ici. La même chose un peu pour la maison Prada, Miu Miu, même Fendi. Donc toutes ces marques-là, je vais me répéter un petit peu, mais ils ont leur côté design très eux. C'est-à-dire on a la tendance, on a du renouveau fréquent, des modèles attrayants, des modèles dans des éditions spéciales, dans des matières très spécifiques, dans des coloris trop folles. Donc forcément, c'est moins attrayant, moins demandé, pas quelque chose de très classique. Voilà, on ne retrouve pas vraiment le classique. Et même leur classique, c'est très designé. Donc ça a beaucoup d'offres. Du coup, non, ça ne crée pas le besoin d'investissement, le besoin d'acheter. Et du coup, je ne vous les conseille pas. Donc le design, la quantité, la contrefaçon, l'extravagance et plein d'autres points qui font que ces marques-là ne sont pas des marques d'investissement. En tout cas, dans le marché un peu français, plus ou moins Europe proche. Parce que si vous allez ailleurs dans le monde, notamment les US et d'autres pays, peut-être l'Asie, il reste des marques demandées parce que leur mode à eux, leur demande dans l'extravagance est plus présente que chez nous. Donc forcément,
les prix sont peut-être plus élevés chez eux à la revente que chez nous. Avant de passer aux avantages et aux inconvénients de l'investissement, j'aimerais juste vous expliquer la conception et la notion de la détermination de prix de vente des sacs à main en seconde main. Parce que des fois, cette notion-là de dépréciation, ça peut être un élément de voir l'investissement autrement. Parce que quand le sac est déprécié et qu'on l'a revendu à un certain montant, on peut se dire, ben finalement oui, c'est un investissement parce que je l'ai eu tant d'années, je l'ai amorti. Et le sac, forcément, il s'use avec le temps, donc il déprécie. Et si je le vends à ce prix-là, ben finalement, le prix d'achat moins la dépréciation, moins l'amortissement, ben je suis gagnante. Si vous voyez les choses dans ce sens-là, ok, mais l'investissement dans la finance, c'est ce que j'ai expliqué au début. Donc, deep dive un petit peu dans cette dépréciation, dans cet amortissement. Comment calculer la dépréciation d'un sac à main lorsque, par exemple, vous souhaitez vendre votre sac à main en seconde main? Petite formule va s'afficher juste ici sur le côté. Donc, le taux d'appréciation est le prix initial moins le prix de revente actuel. Et ce prix-là, on le retrouve sur les plateformes de vente, par exemple de vestiaires collectifs ou d'autres. Et on le divise sur le prix d'achat initial. Donc, on retrouve 2 fois le prix d'achat. Et on multiplie par 100. Exemple, j'ai acheté mon sac Cassandre YSL à 2200 €. Je retire aujourd'hui une moyenne de sa revente qui est de 1550, on va dire juste 1500 pour faciliter le calcul, et je le divise par 2200 € et je le multiplie par 100 et ça me donnerait un taux de dépréciation de 31%. Sauf qu'en maroquinerie, c'est quand même compliqué de remettre ça à niveau parce que les prix augmentent, les prix d'achat augmentent. Par exemple, je vais l'acheter à 2200, mais le jour où je calculer le taux de dépréciation, il coûte 2550 €. Donc, lorsque je vais vendre, je refais le même pourcentage avec le prix actuel parce qu'il faut ajuster au marché. Et si ça vous intéresse de connaître comment calculer le taux d'amortissement, je vous mets la petite formule juste ici et je vous dis rapidement de quoi il s'agit. Même si l'amortissement s'applique plutôt à des biens. Mais bon, le sac à main, comme c'est dans une activité commerciale de revente, ça pourrait être appliqué. Donc l'amortissement, c'est le prix initial d'achat divisé par la durée de vie utile. C'est-à-dire, on va estimer que le sac devrait vivre 10 ans. Après 10 ans, il va être déchiré, il va être importable, irréparable, mais en général, c'est censé être plus de 10 ans. Mais juste pour que mes calculs soient simples. Le sac YSL coûte 2200 € divisé par 10, et bien on est à 220 € d'amortissement par an. C'est-à-dire que chaque année, le sac aurait éventuellement baissé de 220 € au bout de 3 ans, par exemple, si j'ai envie de vendre mon YSL. Comment je vais faire? Donc, soit je prends le taux de dépréciation ou le taux d'amortissement. L'un dans l'autre, ça va se rejoindre. Je vais vous montrer dans l'exemple. Sachant que, par exemple, 31% de 2200 €, ça donnerait 1580 plus ou moins. Et 220 € d'amortissement au bout de 3 ans, c'est 660 €. Retiré de 2200 € de prix initial, ça fait un peu 1540 €. Donc l'un dans l'autre, on est sur le même montant. Maintenant, on fait ça sur le prix initial que moi j'ai acheté, mais ceci, normalement, on doit l'adapter au prix actuel. C'est-à-dire, ces calculs que je viens de faire, je vais les faire plutôt sur le prix du marché actuel chez Saint-Laurent, qui est 2550. Donc de 2550, je vais retirer les 660 d'amortissement. Donc, le prix de revente est beaucoup plus intéressant. Et bien sûr, 31%, en tenant compte du nouveau prix, le prix de revente va forcément augmenter, c'est mathématique, c'est relatif. Donc forcément, on va passer de 1500 à une moyenne de 1700. Donc soit vous vous basez sur l'un ou sur l'autre, ou vous faites un mix des deux, ou voilà, pour vous donner une idée. Maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients et finir par mon avis personnel. Donc, parmi les avantages, c'est que la valeur financière des sacs à main est croissante, c'est-à-dire leur valeur, leur prix de vente augmente chaque année. Donc, il y a un potentiel de rendement ou de retour sur investissement intéressant, ou ça limite la casse à la revente, mais en tout cas, le rendement, il est là, surtout quand il s'agit d'Hermès, Chanel, LV. Les sacs de luxe sont connus pour durer et pour leur qualité et mention spéciale pour
le service après-vente pour les spas. Donc le fait de savoir qu'on va mettre beaucoup d'argent et qu'il y a un service qui va être là pour assurer en cas de casse, en cas de défaut, etc., c'est un avantage. Les éditions limitées, l'exclusivité, et bien certes les sacs de luxe ils vont offrir l'exclusivité, ils peuvent offrir la rareté, cette expérience unique, etc. Comme ils peuvent également proposer ou vivre ce statut social désiré par certains. Encore une fois, moi je suis pas d'accord qu'un statut social est défini par un sac à main, mais si c'est le cas pour une population, why not? Mais je suis plutôt pour avoir un beau sac à main, ça augmente la confiance en soi, ça rassure, ça oui, parce qu'effectivement quand on aime quelque chose et qu'elle nous parle et qu'elle nous donne cette bonne énergie, oui, why not? Vous allez me prendre pour une folle, mais moi je crois plutôt à ce côté-là de confiance en soi. J'ai like dress to impress, j'aime ce que j'ai, ça me met en confiance d'être habillée comme ça. Donc moi c'est plus dans cet état d'esprit que j'adhère. Un avant-dernier avantage, c'est que pour certaines personnes également, le fait d'investir dans un objet tangible, ça rassure. Au lieu de placer ceci dans des actions ou dans l'immobilier, même si pour moi l'immobilier c'est tangible, mais plutôt voilà, c'est plus les actions ou autres choses qui sont intangibles, c'est que là le sac on le sent, il est là, on le voit, c'est quelque chose qu'on a, c'est tangible tout simplement. Donc ça rassure, comme les grands-mères ou les mamans qui investissent dans l'or, ils l'ont sur elles et ça les rassure. Donc il y a ce côté-là positif que quand on investit dans un sac de luxe, en plus on en profite, en plus il est là, et ben c'est rassurant. Maintenant, le dernier avantage, c'est que le marché de luxe, certes, il est en pleine expansion, on le voit sur ces dernières années, donc on sait que la demande est liée, mais attention, car certainement ça peut changer à n'importe quel moment. Le marché est en expansion encore une fois, mais ça reste un marché, ça reste du commerce et ça fluctue, et c'est une bonne transition pour parler des inconvénients. Et je viens de vous citer le premier qui est le marché, parce que il y a des cycles économiques, il y a des choses qui font que ça peut tomber, se casser la gueule du jour au lendemain. Et ça me ramène aussi à la réflexion du groupe Kering qui a récemment baissé les prix de certains de ses sacs à main. Donc, comme quoi le marché peut changer. Oui. Ensuite, comme deuxième désavantage, je dirais le coût élevé. Parce que oui, pour investir, on parle de population travailleuse qui va investir des milliers d'euros. Certainement, on n'est pas des businessmen ou women qu'on va investir dans les sacs à main. On est des travailleurs et on va aller acheter un sac à main dans l'espoir de le revendre plus cher après l'avoir utilisé, après avoir profité. Donc, quand même, il faut mettre une somme d'argent, quelques milliers d'euros, dedans. Donc, il faut avoir ce cash. Ce qui fait une dépense importante dès le départ. Ensuite, un troisième point, je vous parlais de dépréciation. Des fois, la dépréciation peut être hard. Et on perd tout de suite dans le sac à main. Parce que même si on le calcule comme je l'ai calculé, des fois, il y a une grosse chute. Par exemple, je prends encore Gucci ou Prada. Vous vous souvenez des sacs baguettes Fendi quand ils sont sortis, c'était tendance. On recherchait les vintage, ça va, on pouvait encore les trouver moins chers. Mais c'était l'occasion de remonter leur prix. Mais une fois la tendance passée, aujourd'hui vous allez les chercher, vous allez les trouver beaucoup moins chers. Donc la dépréciation était dure. Car oui, des fois en modifiant le design, des fois en revoyant les sacs, les modèles qu'on aurait, ils vont être dépréciés vite parce que c'est pas les mêmes modèles qui viennent de sortir. Donc voilà, ça reste un désavantage. Un autre désavantage ou inconvénient, le risque du faux. Dans un sens, si vous l'achetez en boutique, ça va, quand vous allez le revendre, vous allez avoir tous les papiers nécessaires, donc ça va. Mais des fois, vous pouvez compromettre une vente juste parce que vous pensez avoir acheté ce sac en seconde main qui était vrai, à la fin il s'avère faux. Ou, de l'autre côté, vous êtes acheteuse et vous voulez acheter un sac, avoir un petit doute sur son authenticité, ça peut freiner, arrêter la vente. Et on se retrouve avec un sac invendu, ni investissement, ni récupération d'argent, c'est juste on est en freeze, on est même en grosse perte. Donc, il faut faire attention, je reviendrai sur mes conseils à la fin.
Parmi les derniers inconvénients, c'est l'entretien. Certes, je vous disais en avantage, c'est que les sacs sont faits de manière noble, de qualité, sont faits pour durer. Mais on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de maisons et de marques sont en déclin, malheureusement, parce qu'ils mettent beaucoup moins de moyens dans leur production ou ils l'externalisent comme Dior. Bref, je ne vais pas rentrer ou m'éloigner du sujet, mais on sait que la qualité peut se perdre, donc c'est un risque potentiel et que c'est dommage, mais également un autre inconvénient, c'est que l'entretien. Certes que, heureusement, et je l'ai dit aussi en avantage, que les maisons proposent la restauration, la réparation, etc. Mais des fois, ça coûte de l'argent. Donc, il faut réinvestir pour pouvoir revendre. Et oui, malheureusement, et d'un côté, heureusement. Parce qu'il faut mettre de l'argent, il faut sortir, réparer. Des fois, juste un petit truc, c'est 250 €. Le full, c'est 600 €. Et ça dépend des maisons. Et encore plus chez Hermès. Donc, à prévoir que ce n'est pas forcément gratuit. Et que passer une certaine durée, ce n'est pas pris en garantie toute la vie. La garantie est limitée. Et ensuite, les réparations sont facturées. C'est bien et pas bien. Allez, on arrive vers la fin des inconvénients. Beaucoup d'achats, et surtout aujourd'hui, sont influencés. Moi, la première, je vous montre des achats, je peux vous influencer. Moi, je regarde quelqu'un qui achète, ça peut m'influencer. C'est comme ça aujourd'hui, malheureusement. Donc, il y a cette impulsivité, il y a l'émotion qui rentre en jeu aujourd'hui dans nos achats. Donc, le manque de réflexion, l'impulsivité, l'influence peuvent amener à des achats ou à des reventes non correctes. On va acheter sans penser que ça ne va pas se revendre. Donc toujours essayer de faire des achats rationnels, mais aussi essayer d'être moins dans l'émotion, pas être influencé, peser le pour et le contre, pour éviter ces dépenses excessives. Et surtout, éviter cette accumulation, cette surconsommation. Une fois se fier juste au strict minimum qui nous comble, c'est bien. Je dis pas qu'il faut pas collectionner ou autre, mais faisant des achats rationnels, c'est bien. Des fois on le fait pas, et on paye les conséquences et on n'apprend pas de ses erreurs. Parce que quand on aime les sacs, quand on aime des belles choses et qui sont chères, des fois c'est prendre des risques. Je suis d'accord avec vous. Pour résumer un petit peu, l'achat de sacs de luxe, on sait pourquoi, on connaît les avantages, que ce soit les avantages esthétiques, sociaux ou même financiers pour la revente et l'investissement. Mais il est essentiel de garder en tête les inconvénients que je viens de citer, ou il y en a peut-être d'autres que je ne vois pas, avant de faire un investissement. Une bonne compréhension du marché, une gestion prudente, une réflexion sur vos motivations d'achat. C'est pas parce que c'est joli sur Instagram, sur l'ananas, tout ça. Je suis d'accord, moi la première. Ça c'est essentiel. Limiter et minimiser les risques liés à l'investissement. Donc juste avant de clôturer, je vais vous donner mes conseils et un peu les critères à considérer lorsque vous voulez acheter un sac pour vous aider un peu dans cette réflexion que je viens de vous expliquer. Donc, parmi les critères à considérer pour un achat d'un futur sac de luxe, pas forcément pour revendre et gagner de l'argent, pour en profiter et puis se dire au cas où un jour j'aimerais acheter un autre, un jour j'aimerais m'en séparer pour X raisons, eh bien je minimiserai la casse ou gagner potentiellement. Donc première chose, pour un peu être dans cette balance offre-demande, on va dire la rareté. Donc si c'est un Hermès, là, investissement, on est d'accord. Mais par exemple si c'est un Louis Vuitton, et c'est un Capucine, c'est un Alma, des éditions limitées par exemple, c'est très bien. Pas n'importe laquelle, sachez que c'est quelque chose qu'une édition limitée est très recherchée. La rareté, vous avez compris. C'est-à-dire aussi produit en petite quantité. Un modèle discontinué, mais qui reste demandé. Ça aussi c'est bien. Par exemple les vintage, qui peuvent être restaurés ou pas, qui sont en très bon état, et qui sont quand même demandés parce que c'est resté un vintage iconique, un vintage timeless. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est les conditions. Pas parce que vous avez acheté un Birkin et que c'est un Hermès et que c'est un investissement que ça va le faire. Oui, mais s'il est en bon état, je l'ai précisé au début de vidéo, mais s'il est déchiré, irréparable, vous allez le vendre à perte. Si c'est un autre sac hors Hermès, veillez à bien garder le sac en bonne condition ou à le faire réparer. Mais en tout cas, le plus, c'est avoir la facture, le dust bug, la box, même voir le sac shopping, tout ça, ce sont des éléments qui aident à la revente. Et surtout, most important, certificat d'authenticité en numéro 1. Avant le sac shopping, la box et le dust bug.
En troisième critère, je dirais la popularité et l'iconicité. The bag should be iconic. C'est-à-dire, même si la balance offre-demande jouant en la faveur de l'offre, et ben si c'est un sac en très bon état et que c'est un timeless, c'est-à-dire c'est un iconique, c'est un sac qui n'a pas connu les déclins, il part, il revient, comme le timeless, je prends des exemples simples, et bien ce sac il a une forte demande quand même dans le marché de la seconde main, à l'offre de seconde main. Donc on a deux marchés, le marché vente directe en magasin, on a l'offre égale à la demande, voire même plus, mais dans le seconde main, on a la demande plus forte que l'offre, et du coup le marché de la seconde main dans la revente de ces sacs classiques, eh ben, elle est bonne. Donc classique investment, ok, mais sur la durée, voire des années. L'avant-dernier point au critère, c'est la maison, et même dire la réputation de la maison. Comme vous voyez, la pyramide des marques de luxe, ben, du plus haut au plus bas, malheureusement c'est comme ça. Et ben, le plus vous achetez chez le meilleur, le mieux vous allez revendre parce que c'est mieux réputé. C'est connu pour le prestige, c'est connu pour la qualité, pour l'histoire de la maison, pour le savoir-faire. Comme on disait, il y a des marques qui utilisent encore des ateliers en France avec la fabrication manuelle. D'autres c'est fait en Europe, d'autres c'est carrément sous-traité en Chine. Donc croyez-moi qu'aujourd'hui, acheter chez Dior, c'est plus vraiment, en tout cas à mes yeux, un signe de prestige pour les nouvelles collections, sachant où elles sont fabriquées. Moi, je ne vais pas acheter quelque chose à un prix qui est fabriqué à moindre coût, avec un savoir-faire moindre. Ben, je préfère aller acheter peut-être même des choses qui sont fabriquées en Chine, mais au moins qui valent leur prix de vente. Je m'éloigne encore une fois du sujet. Donc le dernier point, je pense, de mes critères, ça sera l'authenticité. Encore une fois, je le redis, c'est important, mais extrêmement important, même si je le mets à la fin, c'est pour bien m'arrêter dessus. Le sac doit être authentique, acheté de sources fiables. Si c'est pas en maison directement, toujours avoir l'appui de la facture et bien la documentation complète, que ce soit la facture, facture d'authenticité, tout ce qui prouvera que vous l'avez acheté, fait livrer par ces revendeurs-là en cas d'achat de seconde main. Et bien sûr, un de mes conseils, c'est avant de lancer la vente de vos sacs, si vous n'êtes pas pressé, analysez bien le marché, renseignez-vous, allez dans les forums, allez voir ce qui est vendu ailleurs, à combien, quand, au bout de combien de temps ça a été vendu. Faites pas mes erreurs. Moi, des fois, je veux tellement vendre vite et me séparer dès que j'ai l'idée, allez hop, faut que ça parte, et du coup, des fois, je brade. Et ben, c'est sûr que je gagne pas. Mais si je prends mon temps, je lâche pas, ben, peut-être la vente va finir par se faire avec le montant que je souhaite. Mais il faut que je sois réaliste, il faut que j'analyse le marché, comme j'ai dit. Et des fois, peut-être, je serai perdante parce que j'ai pas voulu baisser en fonction du marché. Et ben, je garderai mon article. Donc, rester un peu en veille, c'est important, se renseigner et ajuster au prix du marché, c'est very important. Maintenant, je vais résumer et j'espère que la vidéo n'a pas duré très longtemps, mais c'est pas grave, j'ai donné beaucoup d'informations et je vais dire, investir dans les sacs de luxe, ça peut être attrayant parce qu'on a le côté on va gagner de l'argent, on va potentiellement juste récupérer notre argent, ou même si on perd un petit peu, ben on en aura profité. Les trois c'est bien parce qu'on se fait plaisir sur ces trois options-là. On a le sac, on a vécu quelque chose avec, c'est très bien. Maintenant, si vous êtes dans l'optique juste investissement, ou si vous dites oh je vais gagner de l'argent, non, gardez bien en tête que lorsque vous allez vouloir revendre, il est essentiel de comprendre les nuances du marché, l'analyser comme je viens de le dire, de gérer convenablement les acquisitions, pas se jeter sur le premier sac qui est sorti tendance, le Prada nylon, et se dire waouh il est trop bien, après tu vas te lasser, tu vas le revendre à moindre coût juste parce que tu n'arrives plus à te le voir en peinture. Donc réflexion, limiter la surconsommation, ne pas se faire influencer à l'achat, etc. pour minimiser ces risques à la revente. Et je vais finir par surveiller les tendances du marché pour maximiser un peu ce retour ou ce rendement sur l'investissement. Donc un sac de luxe est considéré comme investissement lorsque sa valeur va augmenter à la revente et on va gagner de l'argent tout simplement. Que ce soit tout de suite ou au fil des années. Hormis Hermès et les éditions et collections spéciales, c'est pas en un an qu'on va se faire de la marge. Ça c'est clair. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que c'est tout.
que je vous ai informé. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me mettre des idées de vidéos que vous souhaitez que je traite. Et puis voilà. Et les articles que je vends sont sûrement Vinted. Si vous ne les trouvez pas sur Vinted, écrivez-moi sur Instagram. Parce que des fois Vinted, ils bloquent les annonces. Et I'm done with this. Ok, bisous. See you next week. Bye.